Voici Robin Monotti, mon ami, et Eric Clapton. Merci de m'avoir envoyé ce message à propos de ton expérience. Ce témoignage de ce qui t'est arrivé a été largement partagé et a suscité des réactions, mais aussi des critiques, dans le sens où les gens voulaient savoir si c'était vrai ou si j'avais tout inventé. Eh bien, je ne l'ai pas inventé, voilà. Mais cela n'a tout de même pas satisfait les fact-checkers. Tout simplement parce que nous sommes arrivés à un stade où les témoignages personnels et les expériences personnelles sont quasiment condamnés à passer à travers un filtre. Le filtre de quelqu'un qui dit si vous êtes autorisé à avoir votre propre expérience et interprétation. Même pas vraiment à l'interpréter, à la raconter d'une certaine manière, et en fait, ce quelqu'un d'autre dit non, sur l'interprétation que vous faites de votre propre expérience. Le contrôleur des faits peut dire que c'est faux, mais pourtant vous savez que c'est la vôtre. C'est votre expérience, et moi je suis prêt à la partager sur la plateforme que j'édite. C'est juste un monde étrange, où vous ne pouvez même plus avoir votre propre expérience sans que quelqu'un vienne vous dire que ce n'était pas la bonne expérience. Tu te dis, attends une minute, c'est la mienne, non? Et tu sais, c'est pourquoi je fais ça. Alors, quelle est mon expérience? Alors, l'expérience que nous avons eue, on était une famille de 6 personnes et 4 d'entre nous ont eu la Covid. Et là, on parle de décembre 2019, début janvier 2020. On l'a eu à des dates différentes. 4 d'entre nous l'ont eu, dont 2 enfants. C'était une sorte de grippe pour eux. Ils ont été lessivés pendant quelques jours, mais ils ont récupéré sans trop de problèmes. Et pour les adultes, il y avait moi et un autre adulte pour qui ça avait commencé avant. On avait atteint le stade de l'infection pulmonaire bilatérale. Et tu sais, on avait une température plutôt élevée. Il a donc à ce stade fini par appeler le médecin, car moi d'habitude je n'appelle pas, je pense que ces choses passent d'elles-mêmes. Mais ça ne passait pas et la température était arrivée, tu sais, dans mon cas à 40,4, ce que je n'avais pas eu depuis l'enfance, depuis les années 70. Mais je n'avais jamais eu une température aussi élevée. Bref, on a appelé le médecin à un moment donné. Le docteur n'était pas au courant parce qu'on parle de la période du Nouvel An de 2020. Et les gens ne parlaient pas encore du Covid. Mais j'ai vérifié tous les symptômes et c'est tout à fait, c'était ça. C'était une expérience différente de celle que nous avions eue avec la grippe, bien que assez similaire. Mais c'était différent dans le sens où il y avait des douleurs articulaires très fortes, une perte totale de l'odorat et du goût pendant des jours, et une température très élevée, et aussi une infection pulmonaire, ce qui n'était encore jamais arrivé auparavant. Le médecin est venu et il a examiné et je lui ai dit « Docteur, qu'est-ce que c'est ?» Il a dit que c'était un virus, mais qu'il ne savait pas lequel. Il lui a alors donné de l'azithromycine. Son état était bien pire que le mien, car lui, il était malade depuis plus longtemps que moi. Sa maladie avait commencé environ une semaine avant la mienne, mais j'étais aussi arrivé au stade de l'infection pulmonaire, et il m'a donné un antibiotique en complément, l'ithermicine, qui est considéré comme un bactériostatique qui stoppe la croissance des bactéries sans nécessairement les tuer toutes. Donc un jour plus tard, je regardais la température avec attention et elle commençait à diminuer progressivement. Mais elle avait atteint un palier et elle bougeait plus. Le jour d'après, ou un jour et demi après, elle a continué à baisser. Et là, on a repris le traitement avec de la azithromycine, de la vitamine C et des probiotiques. Et on a essayé de prendre le soleil autant que possible. Et puis ça a continué de la même manière jusqu'à ce que la maladie soit traitée. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que je pouvais déjà reconnaître tous les symptômes dès décembre et janvier, parce qu'il n'y avait aucun doute que ces symptômes étaient ceux de la Covid. Et je voyais que ça pouvait être traité parce que nous l'avions été. Moi et quelqu'un de ma famille qui était encore plus mal que moi a été soigné, donc je savais que ça pouvait être traité.
Et puis quand en mars, les premières instructions ont été données par les autorités, elles n'avaient vraiment pas de sens pour moi parce que les observations que j'avais faites sur ma propre personne étaient le traitement et non pas l'absence de traitement. Et aussi un traitement assez standard, tu sais, un antimicrobien à spectre large, parce que le médecin à l'époque avait dit « je ne sais pas exactement quel est le virus ». Je vais donc vous donner quelque chose qui couvre tout le spectre possible, car vous pouvez avoir attrapé toutes sortes de choses. Donc tout ça n'avait vraiment pas de sens. Et quand ils ont dit qu'il fallait rester à la maison, j'ai pensé que le peu de choses que je connaissais sur le système immunitaire, c'était que le soleil était nécessaire. Et là, on parle du mois de mars, on parle du printemps. Les gens venaient d'avoir un hiver avec très peu de soleil. Et donc c'était nécessaire maintenant d'aller dehors. Il fallait donc leur dire exactement l'inverse. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'ai fait des recherches et je suis devenu un peu un étudiant. Et j'ai vu qu'en fait, le soleil stimule les cellules T. Et ces cellules T vont tuer les cellules infectées. C'est donc votre arme principale. J'ai lu quelques articles à ce sujet, et en fait, c'est vraiment l'arme la plus efficace, qui agit avant même la fabrication des anticorps. Donc rien de tout ça n'avait de sens. Et j'ai commencé à partager cette science relativement basique, avant d'être de plus en plus impliqué. Et tout ce que je partageais allait à l'encontre de ce qu'on nous disait. C'est comme ça que je suis arrivé à animer cette chaîne, qui est assez scientifique. Et beaucoup de choses ont été envoyées par Mike Eden, qui en sait beaucoup plus que moi à ce sujet. Et je suis devenu un peu son apprenti. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu pour dire comment je suis arrivé à partager ces informations. Et tu sais, il y a beaucoup de gens sur le site qui m'envoient des choses tout le temps. Et je les partage après. C'est une espèce de communauté en un sens. Et je suis très heureux que ça ait pu être utile pour toi. Ce que je faisais avant n'était en fait pas si différent que ça. Je faisais des films sur la relation médecin-patient. Parce que, par exemple, s'il y a un patient, il peut y avoir plusieurs médecins. Peut-être que le patient est médecin, peut-être que les médecins sont les patients, ce qui rend la situation un peu compliquée, comme c'est souvent le cas. Car il s'agit d'une relation complexe entre un patient et des médecins, lorsqu'il y a un problème. Et plus le problème est grave, plus on consulte des médecins. Il y a beaucoup de décisions à prendre en fonction de à qui on fait confiance et pourquoi on lui fait confiance. Je pense qu'à partir du moment où le gouvernement commence à émettre des décrets sur la façon dont nous devrions nous comporter, je pense que c'est quasiment certain qu'ils vont se planter. Je ne pense vraiment pas qu'il n'y ait qu'une seule méthode pour y arriver. À partir du moment où vous commencez à professer vos compétences médicales à tout le monde, ça ne marche pas. Nous sommes tous différents. Nous avons des systèmes immunitaires différents, des âges différents, des psychologies différentes et des façons différentes de réagir au mal et de le ressentir. En fait, le problème, c'est qu'on peut avoir très peur dans un contexte où on a tous les jours ce genre d'instructions doctorales. Fais ceci, fais cela, pas ceci, et peut-être que ça va, peut-être que ça va pas, peut-être que tu peux éventuellement mourir, peut-être que tu devrais te faire vacciner, peut-être que tu devrais avoir un rappel. C'est en quelque sorte très effrayant d'être dans cette situation, et donc je pense que maintenant que tu le sais, que nous pouvons nous rencontrer à nouveau, tu vois, tu es le premier, enfin tu es l'une des premières personnes qui m'a fait super plaisir de voir, de rencontrer physiquement. Je pense qu'on devrait continuer à le faire. Cette sorte d'initiative qu'on a eue avec le groupe de gens sur Telegram, qui s'appelle Amour et non peur, pour se rappeler de surmonter cette peur qui nous garde enfermés dans un certain état d'être, où on est presque trop à l'aise, tu sais, à travers les médias sociaux, trop confortable sur ces médias. J'en fais partie, où on est quasiment dans une bulle, puis il y a une autre bulle. On ne se rencontre pas vraiment entre ces bulles. Il faut et on doit essayer de se rencontrer, même si on doit faire éclater quelques bulles lors des rencontres. Je pense qu'il est important maintenant pour nous tous de faire, tu sais, d'une certaine manière ce que nous faisons ici maintenant. C'est en fait d'aller au-delà des médias sociaux et de se rencontrer. Et je pense que cette campagne de Love and Not Fear, ou Amour et non peur, qui est en ce moment sur Instagram, et dont le slogan est en fait l'amour et non la peur du genre humain, est destinée à amener les gens à partager ce message de base
pour une bonne santé mentale. Et nous avons justement 2 professeurs qui ont beaucoup travaillé sur le syndrome d'anxiété lié à la Covid. Le professeur Nick Chevik et Spada sont basés à Londres et ils ont écrit une préface que nous allons mettre en ligne sur le site. C'est une façon d'essayer d'aller au-delà de ces clivages dont tu as parlé et qui, à mon sens, ne servent à personne. Je pense qu'il faut plutôt essayer de montrer que personne n'aime avoir peur, quel que soit le camp dans lequel tu te trouves, et qu'il y a parfois des situations où une chose inconnue incite à la peur. Mais aujourd'hui, c'est devenu le virus le plus étudié sur une période de temps aussi réduite. Et tout le monde s'y intéresse. Donc je pense que maintenant, il ne s'agit plus d'avoir peur. Nous savons à quoi nous avons affaire. Nous connaissons bien la situation. Il faut plutôt retourner à notre vie sociale. Et en fait, je ressens l'anxiété face à tout ce qui se passe, plus que le virus. J'ai probablement moins peur de la Covid, parce que je l'ai eu. Mais j'ai peur de tout ce qui est lié autour. J'ai de l'anxiété. Mais je sais aussi que peu importe d'où vient cette peur, elle nous pousse à faire ce que nous faisons maintenant. C'est-à-dire à rencontrer d'autres personnes, discuter, se regarder dans les yeux et se reconnaître en tant qu'être physique, spirituel et émotionnel. C'est primordial. Ça m'a aidé d'entendre ton histoire en personne. En plus de ton message, je peux comprendre d'où tu viens et ça m'a grandi en tant que personne. Finalement, je pense que c'est ce message que je voudrais transmettre maintenant. C'est que nous avons tous besoin de nous retrouver au-delà des clivages dans lesquels nous nous trouvons maintenant et nous socialiser à nouveau pour essayer de surmonter les obstacles. Je pense que la seule chose qui marche, c'est que nous soyons à nouveau en contact les uns avec les autres pour pouvoir évacuer tout ce qui nous a conduits là où nous sommes maintenant, dans ce climat de peur, et de le remplacer par quelque chose de plus réel. Nous pouvons construire quelque chose de positif. Et oui, nous savons tous qu'il y a des obstacles que nous devons surmonter. Et je pense que nous devons le faire ensemble. Quand je regarde les chaînes, par exemple, et que je me mets au lit et je jette un coup d'œil, et je vois l'Amérique, l'Australie, et je me dis, mon Dieu, ce serait génial de pouvoir voyager à nouveau. Mais comment faire ? C'est l'une des barrières principales, à mon avis, qu'on doit faire sauter. Comment revenir à la libre circulation sans passe ? Mais là, tu sais, on a besoin d'idées constructives pour réouvrir les choses physiques. Et pour qu'on puisse voyager. L'une des choses que j'ai faites, quand j'étais plus sur Twitter que sur Telegram, mais que j'ai ajouté par la suite, c'est que je suis allé jeter un coup d'œil à une étude aux USA de 2014 à 2017, où ils ont suivi les principaux coronavirus. Et ils les ont observés lorsque des personnes étaient hospitalisées pour une maladie respiratoire. Ils les ont dépistés, ainsi que certains autres virus. Puis ils les ont suivis, et en gros, ça s'est passé, on parle ici de l'hémisphère nord. Bien, les courbes étaient légèrement différentes, tu sais. Elles montaient un peu plus haut dans certaines régions du nord, et étaient moins abruptes. Mais en gros, elles commençaient à cumuler autour de décembre, et atteignaient un pic en décembre-janvier, puis elles redescendaient. Donc il me semble qu'il y a bien une chose qu'on puisse dire, et que j'ai appris, c'est que cette famille de virus, les coronavirus et les bêta-coronavirus, ont cette expression autour de décembre-janvier chaque année. Chaque année, ils l'ont toujours eu, et l'auront probablement toujours. Et c'est pour ça qu'il y a un relâchement des restrictions lorsque nous arrivons aux saisons estivales. On peut s'y attendre. Mais le problème est que nous aurons de nouveau une vague de maladies respiratoires en décembre. Et nous devrions essayer de mieux la gérer, non pas de cette manière générale comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Car les gens peuvent prendre leurs propres décisions. S'ils se sentent à risque, ils peuvent rester à la maison davantage. Mais je crois que ce qui ne va pas, avec cette relation médecin-patient, c'est d'avoir soudainement un grand spécialiste qui dit à tout le monde de faire exactement la même chose. Non, nous sommes différents, tu vois. J'ai eu la Covid, je peux vouloir sortir et prendre des risques. Quelqu'un d'autre peut avoir peur.
Et je ne pense pas que nous devrions tous faire la même chose, et ça concerne les voyages comme les passages des frontières. Car je pense que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, parce que certaines personnes ont déjà été infectées. Et tu sais, est-ce que j'ai la capacité de le prouver? Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de grande marge de manœuvre. Quand j'ai eu le rétablissement au cours des 3 derniers mois, j'ai pas eu une grande marge de manœuvre. Et à ce stade maintenant, je ne devrais pas être en situation de devoir prouver quoi que ce soit, que j'ai eu en décembre 2019 ou en janvier 2020. Je crois donc que cela n'a pas de sens sur le plan sanitaire. C'est ce qui est inquiétant, car ça a un sens en fait à un niveau bien plus troublant que celui de la santé publique. Ouais, c'est principalement dans ces centres hospitaliers. C'est là que les gens vont quand ils sont malades. Quand j'étais malade, si le traitement ne marchait pas, enfin, je pense que le traitement marche. Je pense que les traitements marchent pour cette maladie. Ça a marché pour moi. Les gens vont donc à l'hôpital, surtout quand il n'y a pas eu de traitement précoce. Le traitement doit être précoce, parce que ils sont symptomatiques. Plus ils le sont, et plus la contagion est possible, à tous les niveaux. Ça veut dire que les virus se propagent beaucoup plus et créent plus de symptômes. Donc, le secteur hospitalier devient le lieu où la plupart des contagions vont se développer. Sur les gens qui sont les plus sensibles, les plus faibles, du fait des maladies immunodépressives et autres. Et bien sûr, on ne va pas fermer les hôpitaux, c'est le plus important. On ne peut pas les fermer. Lorsqu'on regarde une unité de soins intensifs, le ratio idéal infirmier-patient serait 1 pour 1. Or, pour la Covid, il est plutôt de l'ordre de 2 pour un patient. C'est ce qu'ont dit les gens en Italie au début. On a dit que c'était ça le ratio. Alors si on prend le temps d'y penser, tu sais, au moins dans ce service, la moitié des personnes entrent et sortent chaque jour. Donc c'est un mythe, cette idée de confinement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de confinement dans un hôpital, en milieu urbain. C'est pas possible, tu sais. Les gens entrent et sortent. Et c'est la même chose avec une maison de retraite. Si tu déplaces les gens des hôpitaux vers les maisons de retraite, et que ça se propage, du coup, les gens rentrent et sortent en permanence. Et oui, tu peux porter autant de masques que tu veux, hein, tu sais. Tu peux toujours porter un virus à l'intérieur et à l'extérieur. Et peut-être que la personne qui est en bonne santé, peut-être que rien ne lui arrive, mais tu connais plusieurs nuits blanches, du haut stress avec ce qui se passe, avec tous tes patients. Et puis au final, c'est toi qui tombes malade. C'est toi qui le développes. Et la maladie se propage. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes entrent et sortent des hôpitaux. Et c'est vraiment là que la propagation se produit. C'est donc, en termes très simples, la raison pour laquelle un confinement ne pourra jamais fonctionner lorsque tu as des structures hospitalières ou des maisons de retraite. Parce qu'elles restent toujours ouvertes, et c'est là que la propagation se fait. Parce qu'une personne asymptomatique n'est pas... Tu sais, même Fauci l'a dit devant les caméras. Ce n'est donc pas moi qui le dis. Les personnes asymptomatiques n'ont jamais été le vecteur de la transmission, jamais. Dans toute l'histoire des maladies respiratoires et quel que soit le type de virus, la transmission asymptomatique n'a jamais été le vecteur des épidémies. Le responsable des épidémies est toujours une personne symptomatique. Même s'il y a un individu asymptomatique rare qui pourrait transmettre le virus, une épidémie n'est jamais alimentée par des porteurs asymptomatiques. Et ça, c'est ce que nous devrions être prêts à utiliser cet hiver et l'année prochaine. C'est-à-dire, oublier le problème des asymptomatiques, car on n'est pas là pour le prouver ou le réfuter. C'est qu'il est clair que les personnes symptomatiques sont à l'hôpital, et c'est pourquoi c'est bien sûr un instrument très utile pour promouvoir la peur. C'est-à-dire que même si cette personne semble être en bonne santé, elle peut être atteinte d'une maladie, alors n'approchez pas. Au début, je portais un masque pour montrer que je respectais les autres, comme ils font au Japon depuis des siècles et des décennies. Que quelqu'un soit malade ou non. C'est un signe de respect. Et puis après ça, c'est devenu une peur, et je pense que c'est là qu'ils ont dépassé la limite.
Il y a toujours une limite qui est franchie quand ça devient obligatoire pour tout le monde. Tu sens qu'il y a un truc qui a disparu. On nous a égarés quelque part. Ce sont des mesures préventives et des méthodes de diagnostic d'intervention médicale. La mesure préventive, c'est le masque facial, le confinement et le diagnostic. Mais rappelons aussi que l'intervention médicale précède la vaccination. Et toutes ces mesures nécessitent le consentement du patient. Et la Charte en bioéthique des droits de l'homme universelle de l'UNESCO de 2005, article 6, stipule le consentement. Donc, le masque nécessite le consentement. Et donc, je dois consentir, peu importe si vous êtes assis à Westminster avec quelque chose qui ressemble à 80,9% de survie, vous n'êtes pas en droit ou en mesure d'outrepasser mon consentement. Même si vous pensez que vous le pouvez. Je ne le pense pas, car ces droits de l'homme sont inaliénables. Et ils sont, en ce qui me concerne, ils sont plus importants que tout type de pouvoir terrestre d'un gouvernement local temporaire. Je veux dire, même à l'échelle nationale, qui décide pour vous et troque les droits de l'homme inaliénables pour permettre le masque et le confinement alors que je suis censé consentir. Si on pouvait dire comme en Suède, nous conseillons à certaines personnes de ne pas sortir, je dois être certain que si je ne consens pas, on ne peut pas me discriminer, me forcer à accepter ou à payer n'importe quel prix pour quelque chose qui est par essence une affaire purement médicale. Et sur la vaccination, il faut un consentement éclairé. Les informations doivent être mises à jour en permanence. Tu sais pourquoi les gens viennent, certaines personnes viennent sur Telegram, où j'ai ma chaîne, parce que les gens m'envoient des infos et je les partage. Mais cette information devrait être disponible dans un centre de vaccination, pas sur ma chaîne. Je préférais revenir à ce que je faisais avant, tu sais, les constructions et les films. Mais tu sais, il y a un truc, si les gens ne font pas ce qu'ils sont normalement censés faire, alors quelqu'un d'autre doit intervenir et le faire, tu vois? Merci de partager, de mettre un petit coup de pouce et d'éventuellement vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie.